me demandez de parler de la vie et des activités de Gisèle est un problème pour moi important et très difficile. Pourquoi? C'est parce que il me faut parler et témoigner sur 2 siècles de vie militante et d'activité de Gisèle depuis le procès de ce qu'on appelle le procès des parlementaires malgaches jusqu'à sa disparition. C'est toute une vie militante consacrée à une bataille permanente, politique, économique, sociale, à Madagascar, en solidarité avec nous et en rayonnement par ailleurs. Alors j'essaierai, sur ce plan, de serrer les problèmes. On connaît, et j'insisterai pas, le problème de la décolonisation de l'empire colonial français après la guerre. Le Vietnam, l'Algérie, l'Afrique, Madagascar et tout. Et l'épisode de Madagascar a été particulièrement dramatique. Sous prétexte d'événements qui étaient prévisibles en 1947, il y a eu une répression sur laquelle je n'insisterai pas, mais qui a causé, selon les termes officiels du gouvernement français, par 89 000 morts à Madagascar, du fait de la guerre, des exécutions, de la famine et tout. 89 000 morts sur une population qu'on estimait à l'époque à 4 millions d'habitants. Mais c'est une saignée comparable à ce que la France a subi dans la Première Guerre mondiale. Et ce n'était pas une guerre généralisée parce qu'il y avait un déséquilibre des forces qui était considérable. Et souvent, ça a été des massacres. Bien. Ce sont ces années cruciales qui ont vu apparaître l'activité de Gisèle. Parce que, après la tuerie, il y a eu le procès. Et dans ce procès, qui prenait une ampleur nationale à Madagascar, et évidemment dans le pays colonisateur, mais dans tous les autres pays d'Afrique qui suivaient ce procès, il y a eu l'arrivée de défenseurs venus de France, Maître Douzon, Maître Stible, le couple, etc. Et il y avait à organiser, sous la pression de la répression coloniale à l'époque, le fonctionnement de tout ce procès. Et c'est là qu'est apparue Gisèle Raveza. Elle était toute jeune. Et dès le départ, elle a montré l'importance de son activité. Et à Paris, je me rappelle, lorsque Maître Douzon et les autres venaient, ils me parlaient de cette jeune secrétaire qui était extrêmement active et qui a été d'un accord extrêmement précieux. Mais ce qui marque l'activité de Gisèle Raveza, ça n'a pas été un rôle seulement crucial dans le fonctionnement de toute la défense au moment du procès, mais c'était l'idée d'amplifier la lutte par la suite. Elle a créé ce que nous appelons, nous, le Comité de solidarité de Madagascar. Elle a étendu ensuite à l'activité politique, à la KFM et à l'activité internationale. Et sur ce plan, il est évident que c'est là que nous avons eu le plus de contact avec Gisèle. D'une part, sous l'aspect juridique de l'organisation, de la défense des patriotes malgaches qui, après le procès des parlementaires, subissaient également la répression coloniale. Et nous avons eu, comme les autres avocats venus de France,
l'envoi d'avocats de la Réunion pour défendre ces victimes de la répression. Et là, Gisèle a joué un rôle de coordination qui était extrêmement précieux. Et cette activité était très grande à la réunion de solidarité. Et je me rappelle les retours de nos amis avocats qui nous voyaient, qui nous indiquaient la dureté de la répression, etc. Et dans mes va-et-vient à Tananarive pour voir nos amis du comité de solidarité et de la KFM et tout, j'ai eu des contacts extrêmement enrichissants. Pas seulement sur le plan général de l'action, mais sur le plan des contacts. Je me rappelle toujours, j'ai cette image qui me restera, dans une réunion du comité de solidarité, où Gisèle m'a présenté un de ses amis malgaches. Et cet ami malgache qui m'a raconté, que j'ai interrogé, il m'a raconté qu'il était un rescapé des exécutions de la répression. Il faisait partie d'une file de prisonniers qui allaient être exécutés. Il s'est échappé, il a réussi à ne pas être attrapé, et c'était le rescapé d'une de ces exécutions capitales. Il y avait des cas incroyables de misère, d'abandon, etc. Et ça a créé entre nous une solidarité totale. Bien. Et sur ce plan, il y avait, je voyais en Gisèle, une stature qui grandissait. Elle n'était plus celle, la coordinatrice de la défense du procédé parlementaire, elle était une personnalité à laquelle s'adressaient les victimes de la répression coloniale. Et sur ce plan, elle a vécu toute cette période et jusqu'à l'indépendance. Et elle le vivait profondément. Je me rappelle, au moment de l'indépendance, il y avait protocolairement une grande réception à Tananarive, où il y avait le président élu, etc. Et j'avais été invité pour mon rôle dans la lutte pour la libération de Madagascar. Et je me rappelle toujours, c'est protocolairement, quand les personnes invitées arrivent, on les annonce. Bien. Il y avait là également M. Michel Debré, ancien Premier ministre, qui se considérait comme le défenseur de la cause réunionnaise, il était là. Bien. La cérémonie se passe, je rentre à mon domicile, et le matin, on me frappe, on me réveille, et on me dit, vous êtes M. Vergès, suivez-nous. Vous êtes expulsé de Madagascar. On m'a emmené à l'aéroport d'Ivat, et j'ai été expulsé à La Réunion. Je ne pouvais pas prévenir mes amis. Bien. Et je me rappelle le témoignage de Gisèle. Elle me dit, quand j'ai appris ça, quand nos camarades ont appris ça, on a pleuré d'indignation et de honte. Comment, au moment d'une cérémonie sur l'indépendance de Madagascar, où nos amis réunionnais ont contribué, comment un acte des autorités de Madagascar indépendante était d'obéir aux injonctions du colonialiste Debré et m'expulser de Madagascar. Elle me dit qu'il n'y avait pas seulement la colère, il n'y avait pas l'indignation, mais il y avait l'humiliation de se voir rappeler dès le départ,
le niveau d'indépendance de Madagascar. Et ça, c'était tout Gisèle. Et sur ce plan, j'ai un autre souvenir du président Tsiran, le premier président de la République, et avec qui j'avais des relations cordiales. Pourquoi? Mais c'est que Tsiran avait été membre de ce que nous appelons le GEC. Le GEC, c'était les groupes d'études communistes que nous avions animés dans tous les pays de l'Empire colonial en Afrique, donc à Madagascar. Et Tsiran était un membre du GEC de Tananarive. Donc nous avions des relations cordiales. Et un jour, qu'on se rencontrait, il m'avait dit, mais comment tu peux faire? Toi, responsable communiste à La Réunion, comment tu peux avoir de telles relations avec des gens de la bourgeoisie malgache qui animent ces organisations avec qui tu t'es allié? Mais je lui ai dit, mais c'est simple comme tout. Ce que tu appelles ces bourgeois, c'était des patriotes. Ils ont payé le prix de leur lutte de patriotes pour Madagascar. Et pour moi, c'est le critère décisif dans cette période donnée de la lutte de Madagascar. Et Tsiran, au poste où il était, m'a dit, c'est vrai, tu as raison. Et il est évident que ça donne toute la dimension de la lutte organisée par Gisèle, qui organise ce front de tous les patriotes malgaches, depuis le simple paysan, le travailleur, le cheminot et les éléments courageux de la bourgeoisie malgache. Bien. Il y a donc toute cette activité qu'elle a menée. Et compte tenu de toutes ces péripéties de l'indépendance de Madagascar, de sa durée, il est évident que son action lui donnait une dimension de plus en plus nationale. Et elle entrait comme un élément décisif de la lutte du peuple malgache pour sa véritable indépendance. Sur ce plan, nous avions des relations étroites entre le Parti communiste de la Réunion, le Secours populaire réunionnais et les activités de Gisèle au comité de solidarité, à la KFM, dans le journal Imong Bovo, etc. Et Gisèle avait, à La Réunion, une réputation de plus en plus grande, à tel point qu'elle a été interdite de séjour à La Réunion par le gouverneur de l'époque. Il ne se contentait pas simplement de frauder aux élections chez nous et de bourrer les urnes, mais également il veillait à essayer de nous couper de nos relations avec l'extérieur. Quand nous voyons cela, nous devons réfléchir à la vie de Gisèle, qui a été entièrement consacrée, dès sa jeunesse jusqu'à sa disparition, à une seule tâche, c'était le sort de son pays et sa véritable destinée. Et sur ce plan, nous nous félicitons de cette solidarité que nous avons établie avec elle et ses organisations. Non seulement c'était qu'on renouait avec les traditions de la période coloniale, où il y avait eu la conquête de Madagascar, où les colonialistes de la Réunion ont joué un rôle considérable, et nous avons, nous, combattu cela.
Nous n'oublions jamais que La Réunion a été le lieu de déportation de la reine Ranaval, après que Gallieni ait fait fusiller le Premier ministre et les autres. Nous n'oublions jamais que dans cette tradition, au moment où il y a eu la levée de l'immunité des députés de Madagascar pour les envoyer au procès, où il y a eu un débat, où il y a eu des interventions absolument indignes de racisme de la part des députés français de droite. Je me rappelle toujours l'incident au moment du dîner, que mon père était député de La Réunion. Il avait tenu à inviter les députés qui connaissaient la répression, les députés malgaches, de participer à leur repas pour montrer leur solidarité face à la répression qui venait de frapper. Donc il y a toute cette tradition qui honore notre passé, mais aussi qui envisage l'avenir. La Réunion, comme Madagascar, Maurice, les Comores, les Seychelles, font partie de toutes ces îles du sud-ouest de l'océan Indien. Et quand nous voyons aujourd'hui les transformations dans le monde, nous savons, nous, que notre histoire, qui est prévisible, fait que nous étions 240 000 habitants en 1946, nous sommes aujourd'hui plus de 850 000, et que nous allons finir notre transition démographique à 1 million d'habitants en 2025. Mais dans cette zone, quel est le rôle principal de nos îles? Madagascar n'est plus à 4 millions d'habitants comme dans les années 40, comme évaluaient les colonialistes français. Madagascar a dépassé aujourd'hui, approche des 25 millions d'habitants. Et quand nous consultons le FNUAP, qui est le secteur de la démographie de l'ONU, l'Institut national d'études démographiques de la France, on fixe la population de Madagascar en 1950, à la fin de la transition démographique, à 55 500 000 malgaches. Dans notre zone, des îles du sud-ouest de l'océan Indien, la puissance, la grande puissance moyenne de demain, c'est Madagascar, qui aura plus d'habitants que la France n'en avait en 1940 au moment de la guerre. Et c'est de ce point de vue que notre lutte passée au moment de la répression, nos liens avec Gisèle et ses organisations sont fondateurs de notre alliance avec la plus grande île de la zone dans l'avenir. Et c'est cette vision historique qu'avait Gisèle. C'est ce qui explique l'étroitesse de nos liens, de nos organisations communes à La Réunion et à Madagascar. Mais sur ce plan aussi, il y avait, au-delà de l'importance croissante du rôle de Gisèle dans tout Madagascar, il y avait ses relations extérieures. Et d'abord avec les organisations du pays colonisateur. Les liens de solidarité entre le comité de solidarité de Madagascar et avec le Secours populaire français étaient des liens extrêmement étroits et qui ont fait que Gisèle a fait de nombreuses visites à Paris avec le Secours populaire français et également avec le Parti communiste français. Et sur ce plan, je me rappelle toujours une anecdote. Elle était, comme beaucoup de partis communistes ou démocratiques ou progressistes du monde, invitée au congrès du Parti communiste français. Et Gisèle y était au nom de Madagascar. Et il y a la partie
où les invités étrangers s'adressent au Congrès, au milieu de présence du Congrès. Et Gisèle a fait son intervention. Mais ce dont je me rappelle, c'est que Louis Aragon, qui est le grand poète français, je me rappelle toujours, lorsqu'il s'est adressé à Maurice Thorez en aparté, en soulignant la valeur émotionnelle et le contenu politique de l'intervention que Gisèle venait de faire. J'ai été témoin de cet incident et ça montre la dimension de Gisèle sur le plan international. Et elle a multiplié ses relations avec les autres partis, les partis anticolonialistes d'Afrique, et beaucoup des responsables de l'indépendance des pays africains dans les années 60 ont été des connaissances de Gisèle qui avait établi avec eux des relations étroites. Et quand nous évoquons tout cela, il y a un aspect qu'il nous faut souligner, c'est qu'elle a pris une place éminente comme une actrice importante de la période de l'indépendance de Madagascar. Elle a pris place au premier rang de cette bataille pour l'indépendance de son pays. Et sur ce plan, toutes les générations à venir devront réfléchir à ce rôle important qu'elle a joué. Mais il ne faut pas oublier que ce rôle a été dans la société malgache le rôle d'une jeune fille. C'est dans les années 20 qu'elle a commencé à prendre sa place au procès des parlementaires malgaches. Et qu'à partir de là, elle a diversifié son activité et que son activité de solidarité contre la répression, son activité d'actrice pour une véritable indépendance a grandi. Ça veut dire que son rôle éminent dans l'histoire de Madagascar a un aspect supplémentaire, c'est que c'est le rôle d'une femme et qu'elle se placera dans l'histoire de Madagascar à un rôle éminent en tant que patriote et en tant que femme. Et c'est un élément qui ne peut qu'inspirer l'activité non seulement des femmes à Madagascar, mais l'activité des femmes dans toutes les îles de la région. Elle s'impose sur ce plan d'une image historique. Et non seulement cette bataille qu'elle a amenée à Madagascar pour le rassemblement malgache pour une solution progressiste, elle a compris qu'elle devait être appuyée par la solidarité réciproque de son activité à Madagascar par rapport aux pays extérieurs, que ce soit les pays colonisateurs d'Occident ou que ce soit les pays qui luttaient pour l'indépendance en Afrique. Et son message de patriote et son message de femme prend une dimension considérable dans la lutte passée, dans la lutte actuelle des pays de cette zone. C'est cette dimension qui est essentielle. Et nous avons là forgé dans l'action tous les éléments d'une lutte efficace pour l'indépendance de son pays. D'abord, affronter le colonisateur avec fermeté et sans jamais reculer. Deuxièmement, rassembler dans son pays toutes les couches qui sont exploitées, victimes de l'exploitation coloniale. Pas simplement sur le plan économique, social, mais sur le plan culturel et sur le plan de la dignité. Et c'est cette dimension qui était essentielle avec Gisèle et qui me rappelle
une phrase du général de Gaulle. Dans les témoignages que j'ai lus sur son action, lorsqu'il préside une séance d'exposé historique, économique et social de l'Algérie par rapport à la France. Et vous avez là toutes les données économiques, les inégalités, l'exploitation et tout. Et l'atteinte à la situation sociale des Algériens. Et à la fin d'un exposé, il disait « Et n'oubliez pas l'humiliation ». Et c'est une donnée qui était au cœur de la sensibilité de Gisèle. Comment elle, patriote malgache, dans un pays qui était indépendant, qui a subi la répression et tout, comment dans ce pays le colonisateur pouvait humilier chaque jour les représentants qui luttaient pour la libération de Madagascar. Et pour tous, pour nous tous, c'est une leçon. Ce qu'elle a fait à Madagascar comme rôle essentiel, eh bien c'est le rôle que doit avoir toute personne d'un pays qui a subi la répression coloniale et qui la subit encore. Rappeler les valeurs de liberté et d'égalité que nous avons, rassembler toutes les couches qui subissent cette domination et travailler inlassablement à obtenir ces fins. Et disons que dans cette longue période que j'ai connue avec Gisèle, de près de 2 tiers de siècle, eh bien, elle a connu le plus bas dans les années 47-48, c'est-à-dire le problème du massacre des patriotes malgaches, de l'humiliation, de la répression. Et elle a connu l'indépendance, même si sur ce plan, elle en discutait, mais ces 2 tiers de siècle où elle a consacré sa vie entière à un objectif, elle l'a vu être réalisé. C'est pourquoi, au-delà de ces souvenirs que nous échangeons, le problème c'est de savoir dans le Madagascar de demain, cette puissance qui va avoir son importance dans le siècle que nous connaissons, ce Madagascar de 55 millions d'habitants, riche de toutes ses potentialités agricoles, minières et tout, et riche surtout des traditions de son peuple et des volontés de sa jeunesse, eh bien, nous pouvons dire dès maintenant que le rôle de Gisèle a été un rôle historique, que sa vie a été exemplaire et qu'elle doit être donnée en exemple à toute la jeunesse qui se lève à Madagascar. Elle doit en être un drapeau pour tous les patriotes malgaches et au premier rang pour les jeunes et au premier rang des jeunes pour les jeunes femmes de Madagascar.